Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, pas de débrief, mais un épisode un peu particulier. Si vous êtes fan du club de la capitale ou du basket français, tout simplement, vous n'avez pas pu passer à côté de la grosse info du moment. Le Paris Basketball aurait un accord verbal avec l'Euroleague pour rejoindre la reine des compétitions européennes dès la saison prochaine. C'est venu d'Allemagne cette information. Et nous, on voulait faire un gros point sur la situation avant pour vous expliquer d'abord pourquoi on parle déjà de Paris en Euroleague, est-ce que ça a du sens. Et puis, comme à peu près tous les fans de basket, on va se demander si l'intégration de Paris en C1 dès 2024, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, on sera ensemble pour ce podcast sur ce thème un peu particulier. On vous a d'ailleurs posé la question sur Twitter et nous, on va répondre justement au trop tôt, pas trop tôt, plus tard dans l'émission. Et je dis on, car nous sommes trois aujourd'hui au micro. D'abord, je vais introduire notre chroniqueur habitué. Salut Anton. Salut Flavien, salut à tous. Et puis on a un petit nouveau dans l'équipe depuis quelques semaines, mais c'est sa première au micro avec nous. Salut Théo, comment ça va? Salut les gars, moi ça va nickel et salut à tous. Ravi de t'accueillir dans l'équipe pour un podcast qui fait un peu polémique, on va pas se mentir, quand on a vu un peu les réactions, pas forcément parisiennes, mais un peu des fans de basket, notamment en Twitter. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, on voulait absolument réagir et expliquer un petit peu, pas forcément à chaud, mais raconter un petit peu pourquoi on parle déjà de Paris en Euroleague. Ça va être notre premier point. Notre premier point, Théo, je vais te redonner la main très rapidement. Euh, Dis-nous un petit peu pourquoi on parle déjà de Paris en Euroleague, pourquoi dès la saison 2024, les deux camps, on va dire, se draguent depuis très longtemps, plusieurs années, même avant la création du club. Mais pourquoi là maintenant, ça aurait du sens que les deux clubs, que les deux organisations se rejoignent dès cet été. Ouais, comme tu l'as dit, ça date pas entre guillemets d'aujourd'hui. Paris en Euroleague, déjà, comme tu l'as dit, on en parlait avant même la création d'un club. L'Euroleague a toujours mis en avant les gros marchés et ça passe par les grosses villes. Paris est une ville de basketball, une grande ville en Europe. Donc ça fait du sens, ça a du sens. On en parle c'est dès 2024, dès l'année prochaine du coup. C'est un petit peu pour moi la suite logique des choses, euh, dans le sens où c'est un club qui évolue très très vite, hein. Le club a 5 ans, faut le rappeler quand même, et tu évolues d'année en année, et même si on n'est qu'au début de la saison, on le voit encore cette saison avec une identité qui devient propre à elle, que c'est une équipe qui est suivie un petit peu partout en France et même en Europe, qui impressionne, notamment en Eurocup où on est vraiment une des équipes phares des bookmakers et même des observateurs en général. Donc c'est assez plaisant et ouais, c'est la suite logique pour Paris. Je pense que notamment on a beaucoup d'indicateurs, comme tu l'as dit, qui allaient dans ce sens-là, et ouais, c'est la suite logique. Et moi je pense que j'aurais aimé voir un petit peu, ouais, peut-être une année de plus, cette équipe s'ajuster, mais que c'est la suite logique des choses pour le club et pour l'Euroleague qui a toujours cette ambition de grandir, donc ça a du sens. Ça a du sens. On parle d'expansion de l'Euroleague dès la saison prochaine, hein. Le directeur général de l'Olympia Milan en début d'année avait dit que l'Euroleague comptait s'expandre à 20 équipes dès 2024, donc ça comptait probablement Paris dedans, ça comptait probablement Londres. On va aussi reparler un petit peu du cas Londres plus tard. Antoine, je te laisse la main. Quels seraient un peu les arguments côté Paris pour accéder directement à l'Euroleague? Alors, Théo l'a rappelé, le club n'a que 5 ans, euh, mais c'était un objectif qui était affiché dès le départ, c'est par David Kahn, c'est dès que Paris aurait sa nouvelle salle, l'Adidas Arena, Paris ferait une demande en fait pour entrer en Euroleague. Est-ce qu'on n'est pas sur un timing qui marche bien, notamment le projet sportif de Paris qui enfin décolle peut-être au niveau des attentes qui étaient voulues par David Kahn il y a 5 ans maintenant. C'est vrai que le sens du timing, il est plutôt intéressant et ça tend un petit peu à conforter les différentes prises de position de David Kahn depuis les débuts du Paris Basketball. Comme l'a dit Théo, c'est un club qui évolue très vite et qui a constamment eu besoin d'avoir quelque chose à lorgner, quelque chose à aller chercher. Donc ça a été une montée, ça a été les playoffs, pas encore. On en reparlera peut-être comme argument dans ce podcast. Ça a été l'Arena, donc un projet qui va aboutir.
toujours un projet en plus que évidemment l'aspect sportif. Et c'est une suite logique, comme tu l'as dit, c'est deux organisations, un club et une ligue qui se draguent depuis quelques années. Paris n'a jamais caché son ambition. C'est non, c'est une continuité. Après, on est d'accord ou pas d'accord, comme tu l'as dit. Paris, enfin, ça suscite la polémique. Paris est un club clivant, donc il y aura toujours des gens pour être pour et pour être contre. Et c'est ça qui fait aussi qu'on aime suivre ce club-là, qui est un peu un ovni, mais qui est un peu aussi en train de trouver sa place. Et on voit de plus en plus que c'est un club qui gagne en crédibilité. Donc l'Arena, c'est un gros point important, puisque vu comment David Kahn en parle, ça va être quelque chose, c'est un produit qui a envie d'être mis en avant évidemment par le club, et peut-être même voilà à l'échelle européenne, et pas dans l'antichambre de l'Euroleague, sans manquer de respect à l'Eurocup, à un plus haut niveau. Et comme l'a dit Théo, Paris est une ville de basket, donc ça aussi c'est un produit important à mettre en avant quand tu candidates à l'Euroleague. Et je pense que en fait l'Euroleague est pas inintéressé par une éventuelle candidature. Enfin, on a limite l'impression que parfois c'est pas que Paris qui candidate, c'est aussi l'Euroleague qui va chercher Paris. On sait pas trop sur quel pied danser avec cette rumeur qui au final on a l'impression que plus les semaines passent, plus les années passent, on se rend compte que c'est pas une rumeur. Et peut-être qu'un jour on apprendra que le deal était booké depuis un moment. C'est une possibilité aussi. Mais il y a beaucoup d'arguments pour justifier que ce qui est pour l'instant juste voilà une évocation d'une future entrée de Paris en Euroleague. C'est très intéressant à suivre. On verra ce que ça donne par la suite. Mais voilà, Arena, projet sportif à voir, mais surtout une vraie volonté pour le Paris Basketball en fait de toujours faire plus. Et ça c'est pas en décorrélation on va dire avec les propos de David Kahn. Ouais, c'est pas en décorrélation avec ses propos. Pour être totalement honnête et transparent, nous on a vu des petits échos depuis quelques mois qu'en tout cas l'Euroleague et Paris en 2024 c'était en très bonne voie depuis plus ou moins le début de l'année. Et pas forcément que du côté du club, mais d'avoir plusieurs acteurs du basket en France. Euh, Théo, je voulais accentuer sur un des points qu'Antoine soulevait, c'était le projet sportif. Moi, j'ai cette impression que le travail qui a été fait à l'été 2023 côté Paris, d'aller chercher un coach qui était très demandé à un plus haut niveau que celui auquel évolue Paris, c'est-à-dire l'Eurocup, d'aller chercher des joueurs aussi qui étaient courtisés par des clubs d'Euroleague. Est-ce que pour toi, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, c'est Paris a posé les bases de son projet en allant chercher des personnes confirmées dans son staff sportif pour dire bah les gars, on a une saison en Eurocup sur laquelle on aimerait énormément performer, mais l'objectif c'est que dans un an, vous ne soyez plus en Eurocup, mais vous soyez en Euroleague avec nous. Est-ce que tu me rejoins un peu sur ce point? Ouais, comme tu l'as dit, cet été 2023, il a été un petit peu fondateur aussi dans l'avancée de ce projet-là de Paris en Euroleague. Tout simplement, comme tu l'as dit, ouais, t'as un coach et des joueurs qui ont cette identité et qui peuvent totalement coller à l'Euroleague, tu vois. Euh, T'as Pascal Donadieu en sortie de match de Nanterre qui a notamment vanté le match et le début de saison global de Tyson Ward en disant que c'était un joueur qui collait totalement avec l'Euroleague et que c'était une chance de l'avoir à Paris. Donc ouais, à mon avis, ça a été un argument qui a été avancé pour faire venir ces joueurs-là. Un TJ Short, par exemple, qui a sûrement eu d'autres offres et peut-être même en Euroleague, ça serait pas choquant au vu de sa saison dernière et de sa réputation partout en Europe. Pareil pour le coach, donc ouais, ça a été un été, on va dire, réussi si jamais on regarde ce qui se passe à l'instant T, parce que tu as une avancée de ton projet sportif, une identité qui est propre à Paris. Tu arrives à identifier un plan de jeu, un plan dans les têtes aussi, et c'est vraiment plaisant. Autant que quand t'es fan quand t'es observateur en général du basket, Paris est un projet plaisant et c'est ça qui a dû donner un petit coup d'accélérateur au projet Paris en Euroleague. Le projet Paris en Euroleague, Antoine, il vient aussi du fait que l'Adidas Arena sort de terre là, dans quelques mois et qui est obligatoire hein, pour Paris pour aller candidater à figurer en Euroleague la saison prochaine. Il y a aussi un budget qui est un petit peu en hausse quand même cette année, hein, qui a augmenté de 50% par rapport à la saison dernière. Paris est à plus de 9 millions de budget cette saison. Et le troisième budget de Betclic Elite derrière, justement, les deux formations d'Euroleague que sont Monaco et Lasvel.
À quel point, Antoine, l'Adidas Arena, elle est importante dans ce projet aussi. Et moi, je me demande aussi, est-ce que au moment où elle va sortir de terre, c'est pas mieux d'avoir une équipe de Paris en Euroleague pour essayer de la remplir? Est-ce que pour moi, j'ai cette idée en tête. Est-ce que toi, tu es plutôt d'accord, pas d'accord? Dis-moi. C'est pas bête, comme argument. En fait, j'avais pas vu ça comme ça et au fur et à mesure de ta question, je me suis dit: «C'est vrai que l'Adidas Arena telle qu'elle a été, pensée en termes de business par David Kahn, c'est proposer aux fans de basket, une expérience unique en Europe et la meilleure expérience possible en Europe. Évidemment, le marché parisien, il intéresse, mais c'est aussi, pourquoi pas attirer que ce soit des touristes ou des fans de basket, européens, enfin voilà, des fans de basket en général, qui ne soient pas forcément que des fans parisiens. Et c'est pas inintéressant, c'est sûr, de leur proposer le plus haut produit, le plus beau produit européen que tu peux avoir, c'est-à-dire l'Euroleague, plutôt que l'Eurocup, encore une fois, sans la dénigrer, puisque c'est une très belle compétition, il y a un bon niveau. Beaucoup de nos joueurs, des joueurs parisiens, pardon, d'ailleurs, enfin, ne la dénigrent pas non plus. Et que c'est mieux, du coup, d'avoir un projet comme l'Euroleague. Je pense que c'est important pour le Paris Basketball de proposer ce qu'il y a de mieux depuis le début. Et comme tu l'as dit, l'augmentation du budget cette saison qui augmente évidemment tous les ans, mais encore une fois, c'est significatif. Ça prouve aussi que Paris se donne les moyens. Et un moyen, bah, évidemment, ça passe par le sportif, ça passe aussi par l'image. Et non, c'est intéressant comme point de vue, parce que je l'avais pas vu ça comme ça pour l'Arena. Je voyais surtout ça vraiment comme un produit, au-delà évidemment d'un match de basket, parce qu'on reste vraiment dans du sportif, il y a aussi un côté, euh, c'est un peu à l'américaine, ce qu'a voulu proposer le Paris Basketball l'année dernière sur le parquet, ça a changé. Mais l'identité reste un peu la même. On est aussi des fans, on regarde du sport, mais il y a aussi des consommateurs de sport. Et faut pas les oublier quand on est Paris, quand on a une salle pareille justement pour attirer de nouvelles personnes, que ce soit des fans ou juste des consommateurs uniques, d'avoir une arène pareille et vendre voilà, le plus beau produit possible avec l'Euroleague. Je garde le mot consommateur parce que je le trouve intéressant. Euh, le- Théo, à quel point j'ai envie de relier un peu avec l'idée que Londres entrera aussi en Euroleague en 2024, même si c'est beaucoup moins avancé. On sait globalement que les deux dossiers sont liés. C'est des clubs plutôt amis. On le voit un peu sur les réseaux sociaux là en ce moment parce que au moment où nous on enregistre, le match entre Londres et Paris en Eurocup se joue demain. Mais il y a, il y a cette volonté d'aller chercher d'aller en tout cas ramener des gros marchés en Euroleague, des grandes villes qui sont avec comment dire une fan base de basket assez importante. Londres a depuis a longtemps reçu le match NBA en Europe avant qu'il soit délocalisé à Paris. Paris maintenant il y a ce club, il y a effectivement la NBA qui vient tous les ans depuis 3 saisons maintenant dans la capitale. À quel point c'est important pour Paris aussi de s'afficher comme étant le produit le plus safe, en tout cas pour l'Euroleague, parce qu'il y a une sûreté financière de se dire, bon, bah, il y a beaucoup de fans de basket, il y a une salle qui va être un produit et un outil, comme dirait Jean-Michel Aulas, de qualité. Euh, Comment encore, à quel point voilà, entre Londres et Paris, c'est important pour l'Euroleague d'aller chercher des marchés qui sont aussi forts, aussi grands, pour bah, peut-être améliorer sa compétition et la compétitivité dans les années à venir. Bah, tu vois, Antoine, il y a quelques minutes qui parlait de consommateurs. Là, tu as utilisé la notion de produit et je pense que c'est une très très belle notion, dans le sens où Paris et Londres sont des clubs liés, tu l'as dit, un petit peu amis, on le voit encore ces derniers jours, puisque demain, au moment où on enregistre, demain, il y a la confrontation en Eurocup, pardon, entre Paris et Londres. Ça se répond à coup de com', c'est des clubs assez similaires, dans la communication toujours assez jeune, la culture urbaine, etc. Des grandes villes, comme tu l'as dit, des villes avec énormément d'habitants, de richesse culturelle, de différence aussi. Et donc je pense que c'est une vraie volonté de l'Euroleague d'aller chercher ces deux projets en même temps. On n'a pas la confirmation que ça sera bien ces deux projets-là, mais on a quand même beaucoup d'indicateurs et je pense que ça le sera. Donc c'est assez lié et je pense que en termes c'est vraiment une avancée qui est logique pour l'Euroleague et ces deux projets sont liés et peut-être, bon, on va pas parler de rivalité, mais ça peut être aussi un espèce de duel à distance à suivre entre deux clubs qui ont des envies d'être des grands clubs européens qui ne s'en cachent pas.
qui en jouent même parfois, surtout côté Paris. Je suis pas un expert de la communication du club de Londres, mais ça se voit un petit peu aussi. C'est assez jeune, voilà, c'est tourné sur la jeunesse. Donc je pense que c'est très bien réfléchi de la part de l'Euroleague et euh, et je pense que ouais, c'est un bon indicateur qui fera que l'Euroleague est un marché qui a toujours l'ambition de grandir et rajouter des projets comme ceux que sont Paris et Londres, bah, ça va forcément faire cliquer et rendre un petit peu plus accessibles les choses. Donc, je trouve que c'est logique. C'est intéressant ce qu'il dit Théo parce que c'est vraiment on utilise beaucoup le terme de produit, d'offre, ce qu'on propose, mais que ce soit Londres, un peu comme Théo, moins connaisseur que Paris puisqu'on les voit régulièrement, c'est qu'au-delà de proposer quelque chose, voilà, on a une belle salle, on a des belles infrastructures, il y aura enfin voilà, une super ambiance, des jeux de lumière, une ambiance vraiment, un show. Il y a aussi un club qui dit voilà, on va vous proposer une super ambiance, une super image. Par contre, sur le parquet, on va gagner. C'est-à-dire que ils veulent attirer des gens, mais ils oublient pas l'aspect sportif, c'est-à-dire on veut offrir ce qu'il y a de meilleur. Par contre, ça passe aussi par gagner des matchs, gagner de la compétition. C'est pas l'un au mépris de l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, bah, surtout que, on va dire que ce qui va faire venir les gens dans ta salle, c'est pas le fait alors ça peut être le fait d'affronter des grosses cylindrées, mais c'est surtout de gagner des matchs, gagner des matchs à haut niveau, d'aller faire des perfs contre des grosses équipes et justement, je parle de grosses équipes et je vais te laisser la main Antoine là-dessus. Heu, je reste un peu dans le différentiel entre Londres et Paris, mais Paris pour moi a un énorme avantage à côté de Londres, c'est son championnat. On parle de Paris comme une future locomotive de Betclic Elite. Alors, on en parle même, le club en parlait depuis déjà sa création au moment où le club est sorti de terre. Mais la Betclic Elite est un des championnats les mieux référencés en Europe, les plus denses, les plus compliqués, où c'est le plus compliqué à aller gagner des titres. On le voit, c'est souvent les grosses cylindrées maintenant, en plus, de plus en plus, qui vont chercher des trophées, que ce soit le championnat, la Leaders Cup. On voit que, bah, par exemple, Monaco, cette année, le budget est tellement immense, l'Asvel, le budget est tellement immense, que c'est des équipes qui vont être difficiles à aller chercher, malgré, je sais pas, par exemple, l'Asvel, malgré l'environnement actuel où ils ont des problèmes avec leur changement de coach, etc. Ils sont pas les résultats escomptés. Ça reste des équipes qui sont difficiles à aller chercher. Euh, et si t'as pas, justement, si t'as pas une autre locomotive, enfin, en gros, je pense que la compétitivité en France peut améliorer encore une fois le dossier de Paris. Alors que côté Londres, c'est vrai qu'on parle d'un championnat beaucoup plus discret, beaucoup plus confidentiel, avec une rivalité en face qui me paraît suffisante, enfin, pas à la hauteur en tout cas de ce qu'on peut nous connaître en France. Quel œil t'as un peu là-dessus, là, sur le fait que Paris a un avantage dans son dossier, c'est d'être en Betclic Elite et d'être un des championnats en tout cas les mieux référencés du continent européen. C'est vrai que le dossier Betclic Elite, enfin ouais, le dossier Betclic Elite, il est quand même pas à négliger quand tu candidates à l'Euroleague pour le Paris Basketball. Parce que comme tu l'as dit, voilà, il y a des locomotives en France, c'est un championnat qui est très relevé, qui est très respecté à l'échelle européenne. Et arriver voilà, avec ce background-là, de se dire bah, on est respecté chez nous, dans notre championnat, dans notre pays. Et regardez qui on affronte, parce que la présence en fait de Monaco et de l'Asvel en Euroleague peut aussi permettre un petit peu de préparer un éventuel terrain pour le Paris Basketball. L'Asvel c'est compliqué, mais il y a quand même des ambitions, il y a quand même des choses. Un effectif, on en pense qu'on en pense, mais par exemple Monaco qui depuis quelques années prouve clairement à l'échelle européenne que c'est un très bon club. Ça peut aider le Paris Basketball à dire voilà, bah, nous on est en train de rentrer dans cette course là en France, plus tous les détails qu'on donne depuis le début de ce podcast, fait que ça ajoute un bon petit point au dossier par rapport à Londres. J'ai envie de dire, je pense pas manquer de respect, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni n'est pas spécialement connu pour être un pays de basket, une terre de basket, comme peut l'être la France, qui est vraiment une terre de basket. On le voit dans toutes les régions de France, il y a des clubs, il y a des publics, il y a même chez les jeunes, il y a vraiment une culture du basket qui a moins Londres, et donc son championnat se ressent aussi avant Londres. Enfin, je me mets au défi de citer une autre équipe que les London Lions. Clairement, moi perso, je peux pas. Donc, et ça, bah, pour Paris, c'est un vrai avantage de baigner dans, je pense, de ce qui se fait quasiment de mieux en Europe en termes de championnat et de polyvalence dans le championnat.
c'est super intéressant, d'autant plus si Paris arrive à montrer ce qu'il vaut dans ce championnat-là. Ouais, bon, je vous propose, messieurs, qu'on passe sur la deuxième partie, un peu plus débat, un peu plus, on va dire, un peu plus sur nos avis, sur ce qu'on pense de cette rumeur. Théo, je vais commencer par toi. Alors, la question, elle est plutôt simple. Est-ce que c'est pas trop tôt dans le calendrier du Paris Basketball et de l'Euroleague que Paris intègre la compétition d'ici 2024? Alors là, on se projette comme si c'était fait, même si c'est pas encore le cas, mais est-ce que c'est pas trop tôt si c'est le cas? Est-ce qu'on parle, forcément, il y a la question du mérite sportif qui rentre en ligne de compte, où Paris a pas forcément eu les résultats sportifs escomptés depuis 2 ans, depuis la montée en Betclic Elite. Dis-moi un peu, c'est quoi toi ton avis au premier abord? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt? À toi de me dire. Pour moi, il y a deux camps bien distincts, évidemment, c'est Paris et l'Euroleague. Pour l'Euroleague, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la suite logique des choses. Je pense que t'as une Euroleague qui est en plein essor, on sort de finale absolument, enfin d'un Final Four qui a marqué des gens et même d'une compétition au global qui était assez jolie à voir l'année dernière. Donc je pense que c'est la suite logique des choses et évoluer dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en tant que fan et observateur parisien, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, un an de plus, ça aurait peut-être pas fait de mal. Je comprends les gens qui disent ça et je comprends les gens qui disent que il faut y aller, il faut foncer. Moi, je suis un peu de l'avis de me dire, ouais, une année de plus, ça aurait été quand même pas mal, mais plus le temps avance et plus je me dis qu'avec les bases de cette équipe qu'on a cette année, on peut faire quelque chose de très très grand et que plus le temps passe et en fait, plus au final, je me dis non, ça, c'est pas trop tôt. Donc, je suis assez encore, je suis évidemment emballé par le projet, mais je suis un peu redondant dans ma tête et je change un petit peu perpétuellement d'avis. Mais je suis assez content que ça avance dans ce sens-là et j'espère que sur la question du mérite, je pense que on a les clés en main. On fait partie des équipes parmi les favorites en Eurocup, donc je pense que la question du mérite, elle pourrait être réglée si jamais on gagnait l'Eurocup. C'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait, Antoine. Moi, je suis un peu du côté, c'est pas trop tôt, pour moi, c'est le bon moment. Je sais que toi, t'es un peu plus mesuré là-dessus. Je te laisse y aller. Après, je donnerai mon avis. Même avis que lorsque l'annonce avait été faite de l'Eurocup, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je préfère encore limite. Tous les ans, j'ai l'impression que je dis que c'est trop tôt pour le Paris Basketball. Mais je préfère faire une année de trop en Eurocup qu'arriver trop tôt, pardon, je préfère quitter trop tard l'Eurocup qu'arriver trop tôt en Euroleague. Je m'explique. Paris est un club jeune qui a énormément d'ambition. Et je pense que prendre encore le temps de faire ses gammes, peu importe le résultat en Eurocup, vu les ambitions du club cette année, et rester l'année prochaine ne serait pas non plus prendre du retard dans le projet du Paris Basketball. C'est bizarre parce que depuis le début, je donne quand même beaucoup d'arguments pour justifier leur candidature parce qu'elle n'est pas illégitime. Mais je préférais d'abord que Paris bétonne, on va dire, les bases, c'est-à-dire atteindre les playoffs cette année en Betclic Elite, voir jusqu'où ils peuvent aller, faire pareil en Eurocup. Si c'est gagné, tant mieux. Si c'est pas gagné, on retente l'année prochaine. Quitte à vraiment avoir une belle expérience en Eurocup, donc dans l'antichambre, s'être encore une fois renforcé, avoir gagné en crédibilité, en légitimité à l'échelle nationale, pour arriver avec un an, avec un dossier encore plus béton et sportivement se trouver, régler des choses plutôt que d'y aller. C'est pas tête baissée, mais peut-être un petit peu trop tôt. Et ça se brûlera pas les ailes parce qu'il y a plein de choses, il y aura plein de choses à voir. Mais voilà, comme j'ai dit, je préfère arriver à vraiment rester trop tard en Eurocup plutôt qu'arriver trop tôt en Euroleague. Je préfère bétonnons les bases et on verra par la suite. Ce club est jeune, on peut encore attendre un an. Moi, je retiens un mot de ton argumentation. Donc moi, je suis plutôt d'avis que c'est le bon timing. Et je retiens juste un mot du mot un mot que t'as cité, c'est le mot crédibilité. Et ça me fait penser du coup à une interview de Romuald Coustre, qui est l'ancien DG du Paris Basketball, qui était le DG la première saison, qui, quelques mois après son départ, disait Paris sera en Euroleague au moment où ce sera un club crédible. Et moi, je trouve très sincèrement que le Paris Basketball est un club crédible. Alors, c'est très frais, parce que tu m'aurais demandé ça en mai 2023. Je t'aurais pas du tout dit ça. Mais je trouve que le travail qui a été abattu cet été, les choix intelligents qui ont été faits,
de la part du staff administratif, David Kahn, Amarassi, etc. Et le fait d'avoir ramené des gens compétents avec une idéologie de basket qui me semble vraiment cohérente et surtout tout le monde, enfin chacun fait le travail qui lui est demandé. À mon avis, pour moi, ça me permet de donner des bases qui sont suffisamment solides. Pour moi, le fait que tu aies vendu un projet Euroleague à ton coach et à tes joueurs, Nadir Elfi, il vient pas au Paris Basketball pour jouer l'Eurocup. Il avait probablement de meilleures offres, sauf que il sait que dans un an, il peut jouer l'Euroleague. Et il avait une saison de tremplin qui lui était bénéfique. TJ Short, il sait qu'il peut jouer l'Euroleague dans un an. Thiago Massidalo, c'est pareil. À mon avis, tu as sportivement les bases pour ne pas être ridicule si tu intègres l'Euroleague en 2024. Il y a aussi un autre point pour moi, c'est que tu as l'Euroleague qui va faire une expansion la saison prochaine. Alors, c'est pas officiel, mais c'est probablement ce qui va se passer. Pour moi, c'est un train qu'il faut absolument pas louper et que plutôt que de te battre, parce que Paris, de toute manière, intégrera l'Euroleague. Mais là, tu as une voie qui va s'ouvrir, hein, où l'Euroleague va offrir 2 places supplémentaires probablement à 2 clubs qui ne jouent pas l'Euroleague. Ce serait bête de pas y aller au moment où c'est, on va dire, entre guillemets, le plus facile pour entrer dans la compétition, euh, tout en sachant que, comme Théo l'a si bien dit, Paris peut encore gagner l'Eurocup cette année, fait partie des équipes favorites, et donc tu peux te dire que quoi qu'il arrive, tu auras ta place en Euroleague parce que tu auras remporté la compétition, ta compétition en Europe. Pour moi, il y a vraiment 2 chemins, à mon avis, qui se croisent et qui se croisent au bon moment. T'as pile l'arrivée de l'Arena en plus l'année prochaine en février. T'auras eu quelques mois en plus pour travailler dedans et en faire ta salle en septembre. Franchement, moi je trouve que c'est le timing nickel. Alors effectivement, on parle de mérite sportif. Si tu gagnes pas l'Eurocup, faudra se poser la question. Il faudra voir la tête de la saison aussi que tu auras faite. Est-ce que ta saison, tu sors misérablement en quart de finale de championnat et que tu n'arrives pas à aller en finale ou en demi-finale de Eurocup, ou est-ce que tu vas aller jusqu'en finale de Betclic Elite? Est-ce que tu vas peut-être dans le top 4, dans le Final Four ou en finale d'Eurocup? Pour moi, c'est déjà ces indicateurs-là, on verra à partir de là comment Paris se situe sur l'échelle du mérite sportif. Après, il y a des clubs qui l'attendent, mais il y a aussi des clubs qui n'ont pas forcément le budget et le projet derrière. Paris a des financements, on va pas se mentir, ça fait partie aussi des choses, a des sponsors qui sont fidèles et qui sont là depuis plusieurs saisons. Adidas qui a renouvelé son contrat avec le club notamment il y a pas longtemps, et des sponsors et des partenaires qui vont s'additionner plus tard. Pour moi, je trouve en tout cas que au moment où on est en octobre 2023, si tu me dis qu'il y a l'Euroleague dans un an, moi je saute dans l'avion tous les jours parce que c'est le bon moment pour moi. Au final, tous les chemins mènent à l'Euroleague pour toi. De toute manière, c'est le projet du club. Il y a pas de club sans Arena, et à mon avis, il y a pas de Paris Basketball et Arena sans Euroleague. À mon avis, je pense que tout est lié. Tout est lié dès le départ. Moi, ça m'étonnerait vraiment que les discussions, on va dire, entre la ville de Paris et David Kahn, il y a pas eu la question de à quel moment on arrive en Euroleague, à quel moment le club devient rentable. Parce qu'il y a de ça aussi, et de faire rentrer faire des rentrées d'argent via la billetterie, via le merch, etc. Paris en fait un petit peu, mais c'est pas suffisant. Et là, tu peux, avec l'Euroleague, à mon avis, ramener plus de monde dans ta salle, la rendre rentable avec des prestations pour les partenaires, pour les VIP, etc. qui vont être élevées. Je vois pas en fait en quoi l'Euroleague Paris n'a pas son chemin tracé vers l'Euroleague. Même s'il y en a des gens qui vont pas être d'accord, et je comprendrais, mais pour moi en tout cas c'est ce que je vois comme chemin. De toute façon, on est d'accord que quoi qu'il arrive, le débat est pas peut-il faire Euroleague? Paris fera l'Euroleague. On est d'accord, ça se joue à 1 voire 2 années. S'ils la font passer l'année prochaine, ils la feront dans 2 ans. Moi c'est à peu près ça. Normalement, hein. Bah oui mais non, parce que dans 2 ans faut gagner l'Eurocup du coup, si tu loupes l'expansion. Tu vois un peu l'idée? Parce que l'expansion, elle serait vraiment l'année prochaine. Donc là, dans ce cas-là, oui, c'est un autre, c'est Ce un qui est autre prévu débat. en tout cas, les infos qui sont sorties c'est 2024-2025, donc c'est dès l'été prochain. Voilà. Théo, est-ce que tu as un mot à ajouter ou pas sur cet épisode, ou un argument sur lequel tu voulais revenir? Non, moi je pense qu'on a un peu fait le tour. Je dirais juste que j'ai hâte de voir la suite de la saison.
dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, on peut encore gagner l'Eurocup et faire un petit peu taire euh, l'argument du mérite sportif. J'espère vraiment qu'on va faire ça. Ça serait, je comprends un petit peu les gens qui pestent un petit peu contre cette, on va dire, facilité, même si c'est pas que du ressort de Paris, et loin de là. C'est aussi une volonté de l'Euroleague, qui, on l'a dit depuis le début, charme un petit peu Paris et les autres marchés comme Londres. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire, et je pense qu'on, sans prétention, on peut se dire qu'on peut aller la chercher, cette Eurocup, et faire un très beau parcours en championnat de France. J'ai aussi hâte de voir est-ce qu'on peut vraiment être confronté à Monaco. On va avoir la réponse dans quelques mois. J'ai hâte de voir ça aussi, et de me dire, voilà, est-ce que le projet est fait finalement, est-ce que c'est 100% sûr ou quoi. Et puis j'ai juste hâte de voir ça cette saison. Eh ben, je pense qu'Antoine et moi, on a tout aussi hâte de voir ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Pour ceux qui l'ont loupé, il y a l'épisode sur le débrief des premiers matchs d'Eurocup qui est sorti lundi, que vous pouvez aller écouter. Là, on revient sur les 3 premiers matchs, 3 premières victoires de Paris en saison régulière. Avec c'était Corentin et Lilian qui étaient sur ce podcast. Nous, on va se retrouver pour le débrief du match contre Chalon qui sera samedi soir à l'Al Carpentier. Le retour enfin. Ça fait un petit moment que Paris était parvenu à la maison, donc quasiment 2 semaines, donc un retour enfin. Je sais plus qui sera sur le podcast, mais vous le découvrirez en tout cas samedi soir ou dimanche matin. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur cet épisode un peu particulier, qu'on essaiera de refaire un peu ce genre de points dans la saison dès qu'il y aura une actu. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se dit à samedi soir ou dimanche matin. Salut! Ciao.